Chapitre 6, application linéaire et matrice. Donc, dans ce chapitre, pareil, K, c'est R ou C, et on a des espaces vectoriels de dimension finie. Premièrement, représentation matricielle de transformation linéaire. Donc, on avait un espace vectoriel de dimension n, et B, E1 jusqu'à n, c'est une base de V. Pour chaque alors élément X appartenant à V, cet élément X s'écrit sous la forme de combinaison linéaire de cette base B avec bien sûr les scalaires appartiennent à K. La matrice associée relativement à la base B, elle est notée par X, dans X. Donc c'est la matrice de représentation de X dans la base B. Je vais utiliser cette notation. En effet, ce n'est autre qu'une matrice colonne des scalaires, donc des scalaires qui forment la combinaison linéaire du vecteur X. Donc, pour faciliter les choses, je vais donner un exemple. Soit, par exemple, l'espace vectoriel R2. Donc, bien sûr, dans cet espace vectoriel, vous avez la base canonique E1, E2. Si vous voulez écrire le vecteur U dans cette base canonique, donc le vecteur 3, 2, comment on va l'écrire? La représentation matricielle du vecteur E dans la base canonique, c'est quoi? Donc, on écrit ce vecteur en fonction, en colonne. Donc, on a 3 E1 plus 2 E2. Donc, on écrit premièrement la première composante, puis la deuxième composante. Donc, je vous rappelle, U qui est 3, 2 n'est autre que 3 fois 1, 0. Donc, 3 fois E1 plus 2 fois E2. Donc, c'est pour cela on a écrit ça de cette forme. 3 pour E1, donc E1 c'est en premier, et puis 2 pour E2 qui est en second. Maintenant, cette méthode s'applique pour plusieurs vecteurs. Donc, je veux continuer l'exemple avant de continuer le cours. Donc, si je veux maintenant la représentation vectorielle, la représentation matricielle de trois vecteurs U, V, W dans la même base B avec U c'est 3, 2, B c'est 5, 1 et W c'est moins 2, 5. Donc, puisque la représentation c'est de U, V, W, donc je commence premièrement à écrire le vecteur U en colonne, puis le vecteur V et puis le vecteur W. Donc, que vaut U? C'est 3E1 comme avant, plus 2E2. Puis, que vaut V? C'est 5V, c'est 5E1 plus 1E2, donc c'est 5,1. Et finalement, que vaut W? C'est moins 2E1 plus 5E2. Donc, ça, c'est une matrice d'ordre 2, 3. Donc, 2 lignes, 3 colonnes. Donc, ça, c'est la généralisation qu'on va avoir après. Donc, si maintenant, vous voulez faire la représentation matricielle de plusieurs vecteurs x1 jusqu'à xp dans la base B, donc vous écrivez les vecteurs en colonne. Donc, si x1, c'est a1, e1 jusqu'à an1, e1, donc on commence par les scalaires a1 jusqu'à an1, puis le deuxième vecteur jusqu'au dernier vecteur. Donc, c'est quoi xp? C'est a1p pour E1, le premier vecteur, jusqu'à finalement ANP de EN. Donc, ça, c'est une matrice N ligne, M colonne. Maintenant, que vaut la représentation matricielle d'une maintenant application linéaire? Lorsqu'on parle d'une application linéaire, regardez, on a besoin d'une base pour l'espace de départ, donc une base pour V. On a besoin d'une base de W. Donc, on a la dimension de l'espace de départ, c'est N. La dimension de l'espace d'arrivée, c'est M. On a B de E1 jusqu'à En, c'est une base de l'espace de départ. Et C, c'est une base de l'espace d'arrivée. Donc, chaque image de la base B, elle appartient à C. Pourquoi? Je répète. B, c'est base de l'espace de départ. Donc, B, c'est là. Et C, c'est l'espace d'arrivée. Donc, C, c'est dans l'espace d'arrivée. Donc, chaque élément qui est E1, il est dans l'espace de V. Mais l'image de E1, elle est où? Donc, F de E1, elle est où? Elle appartient à W. Donc, F de E, J, pour n'importe quel J, qui allant de 1 jusqu'à N, elle appartient à l'espace d'arrivée, donc elle appartient à W, donc elle s'écrit comme combinaison linéaire
de la base C. Donc, c'est quoi la représentation matricielle de F? Elle est notée par M parce que c'est la représentation matricielle de l'application linéaire F. Et ici, on note les bases. On a deux bases. La première, c'est la base de l'espace de départ et la seconde, c'est la base de l'espace d'arrivée. Donc, on aura M, F, B, C. Je veux utiliser cette notation. Pareil, dans ce chapitre-là, on écrit les matrices en colonne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est très important. On écrit en colonne l'image de base de l'espace de départ et ici, c'est en fonction de la base de l'espace d'arrivée. Donc, rappelez toujours, en colonne, on va écrire F de B avec B, c'est base de l'espace de départ. Donc, l'espace de départ, c'est B dans ce cas-là. Et on va écrire l'image de la base de l'espace de départ en fonction de la base de l'espace d'arrivée. Donc, en fonction de C, qui est la base de W. Donc, W, c'est l'arrivée et V, c'est l'espace de départ. Avant de faire un exemple où on va vraiment écrire la représentation matricielle, la représentation matricielle de l'identité, c'est la matrice identité. La représentation matricielle de l'application nulle, elle est toute nulle. Comment on utilise la représentation matricielle? Donc, si vous avez MFBC, c'est la représentation matricielle de l'application linéaire F. Donc, si vous avez cette matrice, on va la noter par A. Dans ce cas, Y qui est égal à F de X, on peut la calculer en utilisant la représentation matricielle. Ça va être quoi? La représentation matricielle fois X. Avec X, c'est quoi? C'est aussi la représentation matricielle du vecteur petit x. Donc, juste, je répète, y égale f de x, ça c'est comme on a déjà calculé l'image d'un élément dans le chapitre 5. Maintenant, on peut calculer cette image en fonction des matrices. Donc, f de x va devenir a fois x, mais dans ce cas, vous ne pouvez pas écrire une matrice fois petit x. Vous allez écrire la représentation matricielle de f fois la représentation matricielle de x qui va être égale à grand Y. Pourquoi? Ça, c'est la représentation matricielle de Y. Je veux passer cette remarque-là. Propriété, si vous avez la représentation matricielle de somme de deux matrices, ce n'est autre que la somme des représentations matricielles. Donc, ça, c'est rapide. On ne va pas beaucoup passer de temps sur cette partie. La représentation matricielle de alpha fois F, c'est alpha, la représentation matricielle de F. Et si vous avez G rond F, la représentation matricielle de G rond F n'est d'autre que la représentation matricielle de G fois la représentation matricielle de F. Et finalement, F, elle est bijective si et seulement si la représentation matricielle, elle est inversible. Donc, F est bijective si la représentation matricielle est inversible. Et dans ce cas, la représentation matricielle de F moins 1 n'est autre que la représentation matricielle de F. Et puis, on trouve l'inverse de cette matrice-là. Une dernière remarque avant de faire un exemple. Si vous avez A, la représentation matricielle de n'importe quelle matrice, il y a le rang de A va être égal au rang de F. Donc, cette partie, qu'est-ce qui vous permet de dire? Le rang de F qu'on a déjà calculé avant, dans le chapitre 5, n'est autre que le rang de A, où A, c'est la représentation matricielle de F dans n'importe quelle base. Pour n'importe quelle base, B de l'espace de départ et C de l'espace d'arrivée. Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire ce dernier théorème? Donc, ça, c'est le dernier théorème du chapitre. Si vous avez la dimension de l'espace de départ égale la dimension de l'espace d'arrivée, si A, elle est inversible, je vous rappelle, A, elle est inversible, cela veut dire que rang de A, c'est égal à l'ordre de A. Donc, juste pour faciliter les choses, je veux dire dimension de V égale dimension de W égale à N. Donc, si A est inversible, A, bien sûr, va être une matrice d'ordre N. Si A, elle est inversible, alors le rang de A, c'est N, bien sûr. Et on a dit rang de A, c'est égal rang de F. Donc, le rang de F devient N. Je vous rappelle, rang de F égale dimension de l'espace de départ égale dimension de l'espace d'arrivée. C'est équivalent à dire que F, elle est bijective. Donc, maintenant, on va faire l'exemple du cours exercice 6.1.1.